Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Merci de me recevoir à nouveau. Oui, Larry, commençons par John Ratcliffe et sa visite en Russie. Qu'en savez-vous? Et avez-vous appris autre chose, quoi que ce soit de nouveau sur son voyage, sur ses objectifs? Eh bien, apparemment, c'était ce que j'appellerais une décision prise à la dernière minute. Donc, de toute évidence, ils avaient parlé aux Russes à l'avance de sa venue à Moscou, parce qu'il est arrivé à bord d'un C-17. Et apparemment, s'il a voyagé dans cet avion, c'est parce que les voitures dans lesquelles lui et son équipe de sécurité allaient se déplacer se trouvaient à bord. J'imagine qu'il ne voulait pas prendre le risque de circuler dans des véhicules russes, de peur qu'ils soient sur écoute. Alors, vous savez, Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas simplement reçu un appel à la dernière minute en disant « Hey, il faut qu'on organise ça ». En plus, vous savez, si un C-17 a décollé, les voitures seraient parties de Virginie. Donc je pense que ça fait au moins 10 heures de vol. Ils sont d'abord allés à Riga, puis de Riga à Moscou, donc entre 10 et 14 heures de vol. Cette opération était donc en préparation depuis au moins 24 heures. Je pense que beaucoup d'articles publiés là-dessus sont tout simplement absurdes. Vous savez, ceux qui affirment à grands cris que Ratcliffe est allé là-bas pour ordonner à la Russie de ne pas mobiliser ou de ne pas envahir la Pologne ou d'autres stupidités du genre. Ce n'est pas vrai. Était-ce une visite diplomatique, une visite plutôt technique, ou quelque chose lié, je ne sais pas, aux communications entre la Russie et les États-Unis? J'ai tendance à penser que c'était davantage lié à l'Ukraine et que c'était une façon de signaler que les États-Unis vont peut-être désormais lever le pied dans leurs activités avec l'Ukraine. Car au cours des 24 heures précédentes, il y a eu les célébrations de l'indépendance à Kiev et les États-Unis n'y ont pas participé ou n'ont envoyé personne. Peut-être que notre ambassadeur y était, mais ils n'ont envoyé aucun haut représentant du département d'État ou de l'administration Trump. Pas du tout. En quoi cela va-t-il avoir une importance sur le champ de bataille en Ukraine? Je pense que, là encore, on spécule. Mais si Ratcliffe faisait ça, ce serait important sur le champ de bataille, dans la mesure où il y aurait moins de soutien de la CIA, moins de soutien en matière de renseignement pour les activités militaires et de renseignement ukrainiennes. Je suppose que le MI6 et les services de renseignement britanniques ont eu l'avantage en Ukraine depuis le début de la guerre. Est-ce toujours le cas? Le MI6 et qui d'autre? Oui, les services de renseignement britanniques. Oui, je pense que c'est un point juste. Mais il y a aussi eu davantage de Britanniques tués par les Russes. Je pense que ce qui compte le plus pour la Russie, c'est de savoir si, en supposant que Donald Trump essaie de faire quelque chose, cela aura un impact significatif sur le champ de bataille. Est-ce que cela aidera à mettre fin à la guerre? Ce sont des questions importantes. Aujourd'hui, nous avons appris que le Premier ministre hongrois a désigné la Russie comme la principale menace pour son pays. Son pays reçoit du pétrole et du gaz de Russie.
Ils dépendent de l'énergie russe. Et il déclare que la Russie est la principale menace, ou l'une des principales menaces, pour leur sécurité. Oui, à un moment donné, la Russie va se retourner et commencer à couper les vivres à ces gens-là, non? Vous savez, dire « vous êtes avec nous » ou « contre nous ». Je pense que la Russie doit adopter un peu plus cet état d'esprit. Je pense que ce qu'on voit maintenant, encore une fois, si Ratcliffe est allé là-bas essentiellement pour dire « d'accord, nous avons été impliqués jusqu'au cou, mais nous nous retirons en ce qui concerne l'Ukraine », alors ce sera déjà un pas dans ce sens. Ce serait un signe bienvenu pour la Russie et un signe supplémentaire que la fin de ce conflit se profile à l'horizon. Voyez-vous un moment où la Russie estimera devoir se tourner vers l'Est et simplement ignorer tout ce qui se passe en Europe? Parce que les seuls points de connexion, d'une certaine manière, entre la Russie et l'Europe, c'était la Slovaquie et la Hongrie. Ces deux pays, la Slovaquie est toujours là, et elle a besoin de l'énergie russe. Mais la Hongrie, elle, n'est plus là. Du moins, ses dirigeants ne le sont plus. Ils rejoignent donc, en gros, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Alors, comment ça va-t-il influencer la vision de la Russie au fil du temps et sa façon de considérer son marché de l'énergie, ses exportations? L'Europe n'est pas l'avenir. Je veux dire, Sergei Karaganov a beaucoup écrit sur ce sujet. Il a souligné que l'avenir de la Russie se trouve en Sibérie, à l'Est, avec la Chine, et non à l'Ouest, ni avec l'OTAN. Donc je pense que les opinions de Sergei Karaganov sont plus importantes. Aujourd'hui, nous avons appris que le président iranien Pezeshkian et le président russe Vladimir Poutine vont se rencontrer la semaine prochaine au Kirghizstan, en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et aujourd'hui, l'ambassadeur iranien en Russie a indiqué qu'il avait rencontré le PDG de Gazprom, Alexei Miller, pour discuter de la mise en œuvre d'un accord énergétique stratégique entre l'Iran et la Russie. Ils ont aussi évoqué le projet de la Russie de créer un hub énergétique en Turquie. On voit donc que la Russie se concentre surtout sur l'Asie centrale, dans sa partie méridionale, sur le Caucase du Sud, puis descend vers l'Asie occidentale, avant d'aller vers l'Inde. Il semble qu'elle se concentre principalement sur cette zone-là, avec la Chine, bien sûr. Eh bien, je veux dire, rappelez-vous, la Russie et la Chine, la Russie et l'Iran parlent du corridor nord-sud. Il s'agit donc d'achever les liaisons ferroviaires et routières, en gros, de Saint-Pétersbourg au nord, jusqu'à Chabahar au sud. Je crois que c'est toujours une priorité pour lui actuellement. Et puis il y a la connexion Est-Ouest avec la Chine. Les deux pays, les Chinois comme les Russes, considèrent donc l'Iran comme un carrefour économique crucial pour les BRICS. Pensez-vous que cela va influencer, Larry, l'ordre ou le mécanisme en Asie occidentale, qui pendant si longtemps reposait sur le concept des États-Unis et sur la manière dont le pétrodollar, ce concept, dominait toute la région? Le commerce, tout était influencé par cela. Et à mesure que les choses changent avec la Chine, avec la Russie, avec la nouvelle réalité qui se met en place en Eurasie, comment voyez-vous tous ces éléments s'articuler? Eh bien, les États-Unis sont forcés de quitter la région, et ils l'ont déjà été. Vous savez, regardez le nombre de bases qu'ils occupaient auparavant. Aujourd'hui, de sérieuses questions se posent. Vont-ils seulement essayer d'en reconstruire certaines? S'ils ne les reconstruisent pas, alors les États-Unis, vous savez, ils ne sont plus là. Ils sont partis.
Donc, à cet égard, je pense que cette guerre a eu des conséquences importantes. Elle a vraiment forcé les États-Unis à se demander s'ils peuvent maintenir une présence permanente au Moyen-Orient, en Asie occidentale. Je dirais que non, ils ne le peuvent pas. Larry, do you see the moment that Larry, est-ce que vous voyez un moment où les pays du CCG pourraient se dire, vous savez, que leur économie est tellement sous le contrôle de Washington, pour être honnête, et tout le monde le sait, eux le savent, Washington le sait. Mais à long terme, comment voyez-vous ces changements influencer la politique, les politiques intérieures de ces États arabes du Golfe Persique? Ça dépend du respect qu'ils ont pour eux-mêmes. Depends on how much self-respect they have. You know, if they want to be seen as a whore, Vous savez, s'ils veulent passer pour une pute des États-Unis, s'ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes, alors c'est ce qu'ils seront. S'ils disent « Attendez une seconde, nous sommes Saoudiens, nous sommes Qataris, nous sommes Koweïtiens, nous sommes Bahreïnis, nous sommes Omanais », personne ne nous parlera de cette façon. S'ils s'affirment sur ce point, alors nous avons effectivement une nouvelle donne, où les anciens États-Unis ont disparu. the influence of the United States is gone. I want to bring up the photo that Donald Trump posted today. Je voudrais évoquer la photo que Donald Trump a publiée aujourd'hui, où il critique George Bush et affiche son pouvoir par comparaison avec lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voyez ce qui se passe? Do you, No. do you see what's going? Oui, Yeah. Oui. Quel est son bilan jusqu'à présent? Parce qu'il a déclaré « mission accomplie » en 2026. And He's managed to unite the Iranian people. il a réussi à unir le peuple iranien derrière le gouvernement, donc c'est une bonne chose. Il a isolé diplomatiquement les États-Unis. Donc, du point de vue de l'Iran, de la Chine et de la Russie, c'est une bonne chose. Il a été un désastre. China and Russia, that's good. Yeah, no, he's been a disaster. have you ever thought that he could? Vous avez déjà pensé qu'il pouvait être comme ça? Comme quoi? he could- Vous avez déjà pensé que si, thought that he- parce que vous avez voté pour lui, vous vous en souvenez? You remember? Oui, oui. Regretfully, I did. No, Malheureusement, I never thought he'd be oui. this bad. Non, je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi mauvais. Je pensais qu'il était sincère quand il parlait de maîtriser les dépenses et de nous tenir à l'écart des guerres étrangères. Au lieu de ça, les dépenses sont désormais hors de contrôle. Il va ajouter, enfin, il a déjà ajouté 3 800 milliards de dollars depuis sa prestation de serment, le 20 janvier 2025. La semaine dernière, ils ont franchi le seuil des 40 000 milliards de dollars, et dans 10 semaines, ils franchiront celui des 41 000 milliards. Et nous pourrions commencer à assister à une croissance géométrique. Je veux dire, on est passé de 37 à presque le double. To go from 3.2 from 37 to almost double that. In, En 6 ans, 5 ans, c'est terrible. Awful. Do you feel that the war Pensez-vous que la guerre en Asie de l'Ouest et en Ukraine pousse à... Parce que, vous vous en souvenez, dans la stratégie de sécurité nationale, dans ce document, pour revenir à ce document produit par l'administration Trump, d'ailleurs mis à jour par l'administration Trump, ils ont indiqué que l'Iran et la Russie ne représentent pas une menace existentielle pour les États-Unis, ces deux pays. Mais malgré tout, vous voyez la guerre menée contre l'Iran. Vous voyez la poursuite de la guerre contre la Russie en Ukraine. Pensez-vous qu'il est temps pour les États-Unis, pour l'administration Trump, d'envisager la doctrine Monroe, de revenir davantage vers l'hémisphère occidental, de s'y concentrer davantage? But no, it's again, the Monroe Doctrine. Encore une fois, la doctrine Monroe a été déformée et mal comprise. Ce que les États-Unis doivent faire,
c'est tout simplement arrêter de se mêler des affaires des autres pays et cesser de s'immiscer dans les affaires des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Central and South American countries. Mais ils l'appelleront la doctrine Donroe. Cela signifie que Donald Trump est en train de la modifier. Il a les siens. Il peut s'en mêler où bon lui semble. C'est la doctrine Donroe. Il s'en prend à tout le monde. Même le Canada est l'ennemi. South Korea, Canada, Oman. La Corée du Sud, le Canada, Oman, He's vous savez. Oui, non, c'est vraiment une surprise, je pense, pour beaucoup de gens qui étaient, je dirais, des soutiens légitimes de Trump, mais qui ne le sont plus. Ils se sentent trahis. but no longer. They feel betrayed. Il croit vraiment que le Canada et la Chine arnaquent l'économie américaine. J.D. Vance l'a dit lui aussi. Il a déclaré que ces deux pays nous font ça et qu'on doit réagir. La Chine est grande et puissante et on s'attend à ça de la part de la Chine. Mais le Canada doit comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut communiquer avec nous. C'est ça le point. C'est J.D. Vance qui en parle. Ce n'est pas Donald Trump. Je ne sais pas comment. Je vous en prie. Go ahead. Je ne sais pas comment ils vont définir ça avec le Canada, parce qu'ils dépendent du Canada. Le Canada dépend des États-Unis. Les deux pays n'ont jamais eu le moindre problème sur ce plan-là. Enfin, vous voyez. Mais après tout, Donald Trump voit les choses comme ça. Il en veut toujours plus. Il déplace sans cesse les poteaux. C'est le même problème que l'Iran avec Donald Trump et son administration dans les négociations. Oh, look, the D'accord. Écoutez, ce conflit avec le Canada est totalement inutile et je pense qu'il va avoir des répercussions supplémentaires très négatives sur l'économie des États-Unis. On parle déjà apparemment de 300 000 barils de pétrole en moins par jour pour des travaux de maintenance sur l'oléoduc. Mais vous savez, si ça continue, à l'heure actuelle, les États-Unis, dont les dépenses, vont franchir le seuil des 41 000 milliards de dollars dans 9 semaines. Et ensuite, s'il continue à dépenser à ce rythme, il atteindra peut-être les 42 000 milliards dès le 1er janvier. C'est totalement hors de contrôle. Et ça va provoquer d'énormes problèmes financiers ici, aux États-Unis. major financial problems here in the United States. NBC News reported that Iranian missiles and drones attacks NBC News a rapporté que des missiles iraniens et des attaques de drones ont causé des dégâts sans précédent aux installations de renseignement et aux équipements de surveillance américains à travers le Moyen-Orient. Les destructions dépassent tout ce que les agences de renseignement américaines avaient subi jusque-là. Et les réparations devraient coûter des milliards de dollars. Et vous pensez qu'ils vont? D'abord, Larry, quelle est l'importance de cela pour l'avenir, pour la sécurité d'Israël et pour l'idée que les États-Unis continuent de soutenir la région? Well, yeah, let's be honest, the United States is not staying Oh in oui, the region that- soyons honnêtes. Les États-Unis ne restent plus dans la région de la même manière. Ça a changé. Ces 6 derniers mois ont fondamentalement changé cette relation. Les États-Unis ont été de fait chassés de leurs bases militaires le long du golfe Persique. C'est la réalité. Les seuls autres endroits où nous pourrions installer des bases, ce sont l'intérieur des terres ou la Jordanie. Mais ça aussi, c'est devenu un problème. Et puis au final, Israël. Mais Israël est limité parce qu'ils vont considérer ces gens comme une menace. Donc il n'y a pas. La seule façon de contraindre Israël à s'engager, la seule façon pour qu'il s'engage dans la diplomatie, c'est que les États-Unis le contraignent à s'engager dans la diplomatie. Les États-Unis ont le pouvoir de le faire. Mais jusqu'ici, Trump n'a montré absolument aucune volonté de le faire. Savons-nous combien de navires parviennent à passer le détroit d'Ormuz?
Pas exactement, mais not exactly, but Très très peu. Juste quelques-uns. Just a few. before the war, before Avant la February guerre, 28, avant le 28 février, il y avait 140 navires ou bâtiments qui passaient par le détroit d'Ormuz. Quel est le chiffre aujourd'hui? Parce qu'ils disent que le nombre de navires qui passent est, je dirais peut-être de 10 à 14 peut-être. I'd say maybe C'est 10 to 14, maybe. They say the combination of these Ils disent que la combinaison de ces navires ou pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz et de la demande chinoise, ils disent que la Chine a réduit sa demande sur le marché. C'est pour ça qu'ils contrôlent le marché du pétrole. C'est la principale raison. That's the main Well, reason. they did. I mean, they held off on ils l'ont fait. during that, Enfin, ils ont attendu avant de le faire. J'ai divisé ça en 3 phases. Première phase, on attend la livraison des pétroliers. Deuxième phase, le prélèvement sur les réserves de pétrole. Nous en sommes maintenant à la 3e phase. Eh bien, je crois que c'est peu après que Trump a déclaré le protocole d'accord caduc que la Chine a dit « d'accord ». Ils avaient coopéré jusque-là. Et ils ont simplement décidé qu'ils allaient construire, non, pas construire, mais acheter du pétrole. Ils vont donc couvrir leurs demandes. Ils vont reconstituer leurs réserves. Et peu leur importe que cela fasse monter les prix du pétrole ou non. You think that Vous pensez que le cas du Yémen pourrait être réglé, Larry, prochainement, avant cette question du détroit d'Ormuz? before the Strait of Hormuz? Yeah. Oui, mais c'est aux Saoudiens de décider. Vont-ils appeler à une trêve? Vont-ils faire des concessions et céder aux Houthis ou non? Tant qu'ils ne le feront pas, ils seront empêchés de passer par Bab el-Mandeb. Bab el-Mandab. Because the only country that has that option or that Parce que le seul pays qui a cette option, ou ce genre d'aide, vous savez, c'est l'Arabie saoudite, parce qu'elle a accès à la mer Rouge. Aujourd'hui, Reuters nous a appris que le Qatar, le gouvernement qatari, a perdu 96% de sa production de GNL qui devait exporter. Ils ne peuvent plus l'exporter. Cela a diminué de 96%. Cela représente 24 milliards de dollars. C'est beaucoup pour leur économie. $24 billion. It's a lot for their economy. And Et c'est I agree. tomorrow, the other point is tomorrow they're going to Demain, autre point. Le ministre qatari des Affaires étrangères va se rendre en Iran avec le Premier ministre pour s'entretenir avec les Iraniens afin de faciliter les discussions entre l'Iran et les États-Unis. Cela intervient après le déplacement en Iran du chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Asim Munir? Et qu'attendez-vous du gouvernement qatari et de ses responsables qataris qui se rendent demain en Iran? Eh bien oui, les Qataris ont fait hier et aujourd'hui des commentaires assez cinglants sur l'Iran, des propos presque menaçants. Donc je pense qu'ils vont tuer cette relation pour une génération. On that, what we're looking at here is Ce qu'on voit ici, c'est la possibilité d'un véritable, enfin, pas seulement une possibilité. Nous assistons à un réalignement complet des rapports de force dans le Golfe Persique. Les Qataris critiquent plus ou moins l'Iran, mais maintenant ils vont s'y rendre. Les Émiratis aussi. Rien n'indique qu'ils vont aller à Téhéran de sitôt, mais ils ont été très explicites dans leur soutien à Israël et aux États-Unis. Ça va leur créer des problèmes. Les Houthis sont coriaces. Et à un moment donné, l'Arabie saoudite va devoir comprendre, bon, c'est fini. On ne peut pas vaincre ces types. Il faut s'asseoir et discuter avec eux. Jusqu'à présent, ils ont évité de le faire. Qu'avez-vous appris sur Asim Munir et son déplacement? Que savons-nous à ce sujet? Quelle est votre perception de cette visite? we really don't have good information out other than
Nous n'avons pas vraiment d'informations fiables, si ce n'est que les deux parties ont déclaré qu'il s'agissait d'une réunion très productive. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu depuis, c'est que l'Iran donne des signes indiquant qu'il serait peut-être disposé à envisager une réactivation plus substantielle du protocole d'accord. Je n'ai pas vu les éléments concrets. Vous savez, nous entendons ces informations, mais je n'ai vu aucune preuve pour les étayer. La réactivation du protocole d'accord signifie qu'Israël doit arrêter, vous savez, de bombarder le Liban. Et ils doivent à Gaza, en Cisjordanie et en Irak. Alors, comment vont-ils ouvrir ce dialogue pour nous demain? Les responsables qataris vont en parler. Je pense que la question, c'est comment. Oui, ce n'est pas le cas. J'en parle, mais les paroles ne coûtent rien. Je pense qu'il est très peu probable que cela ouvre demain. Si Donald Trump estime que la mission est accomplie, comme il l'a publié, je viens de vous montrer la photo qu'il a postée sur son réseau social, la mission n'est pas accomplie pour le Qatar, pour l'Iran, pour l'Arabie saoudite, pour tous ces pays de la région. Ils souffrent de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Alors la question c'est, quoi d'autre? Qui peut régler ça? Qui peut, vous savez, faire quelque chose face à ce qui se passe? Il ne semble pas que Donald Trump ait la solution à cela. Alors, ils doivent faire quelque chose eux-mêmes. Quand vous dites solution, qu'est-ce que vous voulez dire? Une solution militaire? Une solution économique? En réalité, il n'y a qu'une solution politique à cela. Trump va devoir ravaler son orgueil. Je pense que le Pakistan essaie de trouver comment faire passer ça pour autre chose et dire à Donald Trump, non, vous ne ravalez pas votre orgueil. Vous célébrez Thanksgiving. Le Pakistan ne veut pas du conflit. Le Pakistan fait partie de cette région. Il entretient de bonnes relations avec l'Iran, notamment des relations économiques. Eh bien, je veux dire, ils obtiennent, je dirais, 70% de leur gaz naturel, de l'Iran. Ils ne veulent pas s'en détourner. Ils en ont besoin, je suis pas sûr. La Turquie, je ne sais pas s'il y a... Je n'ai pas vérifié les chiffres précis. Je devrais le faire très vite. Attendez. Les volumes de gaz qu'ils importent d'Iran. Oui, c'est important. C'est tellement important pour eux, parce que l'Iran est le pays le mieux placé pour leur fournir de l'énergie. Ils sont tout simplement très proches de l'Iran. S'ils veulent s'en procurer auprès des pays du Conseil de coopération du Golfe, ça va être... Donc j'ai simplement demandé quel pourcentage de son pétrole et de son gaz la Turquie importe-t-elle d'Iran? Tic-tac, tic-tac. Ils parlent du nouveau pipeline entre l'Irak et la Turquie, et la Syrie, la Turquie. Ils parlent d'un nouveau pipeline, mais ça va pas être. Les pipelines ont leurs limites. On peut les faire sauter. Oui, exactement. C'est leur fragilité. Mais... Je vous en prie. Non, allez-y. Oui. Je pense que la Turquie est la pièce manquante sur l'échiquier. Nous savons que la Turquie peut être davantage liée à la Russie. La Turquie sait qu'elle ne fera pas partie de l'Europe. Ces 4 ou 5 dernières années, la Turquie apprend beaucoup, Larry, je dirais. Oui. Est-ce que vous le voyez dans les dirigeants turcs? Ils en arrivent au point de se dire « Nous ne ferons pas partie de l'Europe. Nous faisons partie de l'OTAN. Mais pas tant que ça. Certaines manières, nous sommes de second rang. Un membre de seconde zone de l'OTAN.
Pas vraiment autant. Not that much. Yeah. NATO. But no, I think at some point the Turks have to come to a recognition. Non, je pense qu'à un moment donné, les Turcs doivent reconnaître que l'OTAN ne veut pas d'eux parce qu'ils sont Turcs. C'est très raciste, mais c'est vrai. Donc, vous savez en fait, la création de cet accord MECA, qui, si Munir a soi-disant proposé à l'Iran de le rejoindre, ils envisagent très sérieusement d'y faire entrer le Bangladesh. Ils vont donc créer une nouvelle alliance régionale qui échappera au contrôle des États-Unis. L'OTAN a été créée comme une force défensive contre l'Union soviétique. Et plus tard, nous avons eu le pacte de Varsovie qui s'est formé puis s'est effondré. Mais l'OTAN existe toujours. Et nous savons ce qu'est l'OTAN aujourd'hui. Il n'y a plus d'Union soviétique. Il n'y a plus de communisme. Il n'y a rien qui attaque l'OTAN aujourd'hui. Mais ils se sont créés leurs propres ennemis. La Russie est leur ennemi aujourd'hui. La Chine est leur ennemi aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est complètement fou. Parce que ce n'est pas comme si la Russie et la Chine menaçaient d'envahir l'Europe. Bon sang, l'Europe a bien été envahie, mais elle l'a été par des migrants illégaux venus d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Afrique du Nord? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la manière dont les Européens ont abusé de l'Afrique pendant si longtemps. Oui, et tu colonial sport. Worse. Mais pour revenir à l'OTAN, Larry, ce que je veux dire, c'est que si l'OTAN existait à cause de l'Union soviétique et qu'aujourd'hui elle existe à cause de la Russie et de la Chine, alors qu'en est-il du nouveau pacte MECA dont vous avez parlé? Un nouveau concept qui ne cherche pas à se faire des ennemis, ni à désigner un ennemi, mais qui apporterait, d'une certaine manière, une forme de sécurité au gouvernement de la région. Au lieu d'attaquer un pays ou d'en désigner un comme ennemi, il s'agirait de créer une sorte de communication interne entre ces pays qui se rapprochent. Je parle de la Turquie, du Pakistan, de l'Arabie saoudite, peut-être plus tard de l'Iran, de l'Égypte. Cela ne veut pas dire qu'ils veulent attaquer quelqu'un. Cela veut dire qu'ils vont tout faire pour se défendre, pour se protéger contre toute forme de force chaotique dans la région. Any sort of chaotic force in the region. Yeah. Yeah, no, I mean, Oui, non, je veux dire, comme je l'ai dit, ce à quoi nous assistons, c'est une restructuration complète de l'ordre politique, économique et militaire international. Dans l'histoire, quand on connaît ce genre de bouleversement, ça ne se passe jamais pacifiquement. Et je ne vois pas les États-Unis accepter cela pacifiquement. Cela dit, les États-Unis sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire sur le plan militaire. Pendant ce temps, la Russie et la Chine collaborent, au grand jour comme en coulisses. Nous devons renforcer les pays des BRICS et mettre en place des mécanismes financiers alternatifs, des structures qui échappent au contrôle des États-Unis. Et ça va rendre les États-Unis fous. and that's going to drive the United States crazy. Y a-t-il quelque chose que les États-Unis pourraient apprendre de l'OCS, des BRICS, selon vous? Humility. De l'humilité. Les États-Unis doivent descendre de leur piédestal impérial et arrêter d'attaquer des pays. Ce qu'ils devraient faire, c'est commencer à fermer leurs bases à l'étranger, au lieu d'attendre de se faire pilonner par des tirs de roquettes, d'artillerie et de missiles. Rocket, artillery, and missile fire. Mais en ce moment, les États-Unis cherchent désespérément à comprendre comment diable on sort de là. Get out of this. Comment ça? Ils ont la réponse à ça? I'd say no.
Je dirais non. Encore une fois, l'accord est à portée de main. Il faut lever le blocus, lever les sanctions, et ainsi de suite. Ils n'ont levé que les sanctions, ou bien ils ont instauré le blocus une fois, puis l'ont levé. Mais je ne pense pas qu'ils se montreront aussi accommodants. Oui, ils le seront tant que nous serons encore là. Do you see China, Larry? Larry, est-ce que vous voyez la Chine? Nous savons que la communication entre la Chine et les États-Unis n'a jamais été interrompue. Ils communiquent, ils se parlent. Mais avez-vous le sentiment que la Chine change de ton dans sa manière de parler avec les États-Unis, d'évoquer ses objectifs, de voir ses priorités et de les soutenir quand il s'agit de la confrontation du Royaume-Uni avec les États-Unis? Well, they're going to avoid a direct confrontation, that's for sure. Ils vont éviter une confrontation directe, c'est certain. Mais ils vont aussi laisser ces pays se développer, en quelque sorte, parallèlement avec le soutien chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie. C'est très important, parce que les États-Unis se sont habitués à être aux commandes, et cela va les confronter au fait qu'ils ne peuvent plus l'être. You can't be in charge anymore. Responsable de l'économie, du marché, du système financier. Lequel est le plus important pour les États-Unis? I don't think you can separate the need for oil. Je ne pense pas qu'on puisse dissocier ça du besoin de pétrole. Ils sont en baisse de 8%. Il y avait 8% qui venaient du Golfe Persique vers les États-Unis. Mais maintenant, les États-Unis font face à une perte sur ce front. Et le Canada envoie lui aussi moins de carburant. Les États-Unis étaient donc en quelque sorte en situation de monopole. Il fallait acheter nos pétrodollars et ainsi de suite. Ce n'est plus le cas. Et je pense qu'on va assister à une érosion continue de l'influence américaine dans toute cette région. La raison pour laquelle je vous pose la question, Larry, c'est que si vous voulez être à la tête du système financier, vous ne sanctionnez pas des pays. Vous n'imposez pas de droits de douane. Vous ne faites pas pression sur leur économie, parce que vous les poussez à s'éloigner de vous et de votre système. Je pense que les États-Unis sont sur le point de reproduire certaines des mêmes erreurs que Herbert Hoover a commises pendant son mandat présidentiel, lorsque la Grande Dépression a éclaté. Pensez-vous que l'administration ait une compréhension suffisamment approfondie des implications ou des répercussions de ce qu'elle fait? Oh, il devrait. Je veux dire, si vous vous fiez à ce que le secrétaire à l'énergie Wright a dit publiquement et à ce que la Chine dit publiquement aujourd'hui, on voit que la Chine adopte en réalité une ligne plus dure. Mais elle ne cherche pas à en venir aux mains avec les États-Unis. Je pense que franchement, ils reconnaissent que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose militairement, à moins d'utiliser des armes nucléaires. Et leur capacité à tenter de contraindre et de contrôler la Chine sera assurément un échec total et complet. L'ironie, c'est que ce que les États-Unis disent au sujet de l'Iran et des pays qui soutiennent l'Iran s'applique en réalité davantage aux États-Unis, qui sont en train de se mettre eux-mêmes dans une impasse. Et Trump ne sait pas vraiment comment s'en sortir. Je sais qu'on vient d'en parler avec Zulfikar Ali et Pepe Escobar, mais les Pakistanais espèrent vraiment parvenir à un accord dans les 48 prochaines heures. Je ne suis pas aussi optimiste qu'eux. On verra. Je soupçonne qu'on va rester dans une sorte de zone grise jusqu'après la fête du travail. Et après la fête du travail,
Trump va subir une pression croissante pour mettre fin à cette fichue guerre et essayer de revenir au message sur lequel il a remporté l'élection. Je pense que ce sera très très difficile pour lui. I think it's going to be a very, very difficult proposition for him. Je suppose que Benjamin Netanyahu ne ferait rien pour l'aider. Well, Netanyahu can't do it. Netanyahou ne peut rien faire pour l'aider. He's in big trouble. Netanyahou, il a de gros problèmes avec les élections. Alors, est-ce qu'il va essayer de trouver un moyen de retarder, d'empêcher les élections? Peut-être. Peut-être. Mais ce que nous constatons, c'est qu'Israël n'est certainement pas un ami de Donald Trump, même si Trump les traite comme les meilleurs. Vous savez, comme s'ils étaient nos meilleurs amis de tous les temps. Treats them like the best, they're our best friend ever. Vous connaissiez Graham Fuller, oui? Vous connaissiez Graham Fuller? Yeah. Oui, oui, je sais qui c'est, mais je ne le connais pas personnellement, non. Personally, no. On se parlait. Je l'avais dans ce podcast chaque semaine avant son décès. Et il nous disait toujours qu'il n'y avait pas d'amour entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. C'est un mariage de raison. Oui. That's a There marriage, is something else, marriage of marriage of convenience. Yeah. And he believed that the objectives of the United States Et il pensait que les objectifs des États-Unis étaient différents de ceux d'Israël. Il était très préoccupé à l'idée que les deux soient assimilés, ou qu'on essaie d'une manière ou d'une autre de faire croire qu'ils avaient les mêmes objectifs. Et Larry voulait aller en Iran avant de mourir. Il voulait aller en Iran. Il voulait, vous savez, parler avec beaucoup de gens en Iran. Il en parlait avec moi. J'essayais de prendre contact avec des professeurs d'université en Iran pour quand il s'y rendrait. Mais c'est incroyable de voir à quel point les choses ont changé depuis. It's unbelievable how things have changed since then. Yeah. Oui. Eh bien, je pense qu'au bout du compte, l'Iran sortira tout ça plus fort. Il l'a dit. Israël, lui, en sortira plus faible. He's going to come out of this weaker. Do you Vous savez ce qu'il m'a dit? know what he told me? I think Je pense qu'il a raison. he's wrong. Oui, allez-y. Go ahead. Graham said that he feels that Iran gonna be Graham disait qu'à son avis, l'Iran allait devenir la superpuissance de l'Asie de l'Ouest. before all this Et avant que toute cette folie ne commence, il disait non, pas la superpuissance. Dans sa vision, l'Iran allait devenir la force dominante en Asie de l'Ouest. Et dans cette vision, il pensait qu'il voulait aller en Iran. Il voulait parler avec des responsables. Il voulait parler avec le peuple iranien. Il me l'a dit, et j'étais en contact avec lui. L'ambassadeur Chas Freeman le sait. Puis il me dit que l'Iran serait différent dans un avenir proche. Il disait cela avant que tout cela n'arrive. Il est décédé avant que cela n'arrive. Et c'est incroyable pour moi. Quand est-il mort? Vous vous souvenez? C'était en, si je ne me trompe pas, c'était en janvier, ou bien c'était en décembre. Décembre. Mistaken, it was in January or it was in December. Avant que tout ça ne se produise. Oui. Yeah. Yeah, it's. Oui, he was so much Il était tellement concerned préoccupé, Larry, about par les the United États-Unis. States. Il aimait les États-Unis. United States. C'était le 29 janvier. It was in 29th of January. Well, yeah, I mean, look. Eh bien oui. Regardez. Du point de vue des États-Unis, le peuple américain a été conditionné à croire que nous sommes une force du bien dans le monde. Nous n'arrêtons pas de nous le répéter. Mais quand on regarde nos actes réels et leurs conséquences, nous avons été une force de déstabilisation. Notre priorité a été d'essayer de démanteler la Russie et d'essayer de démanteler l'Iran. Ce faisant, nous nous sommes alignés sur des islamistes sunnites radicaux. Au moment même où nous affirmons combattre les islamistes sunnites radicaux, nous finançons des islamistes radicaux, uniquement dans le but de tenter de déstabiliser la Russie et l'Iran. Et les choix politiques que nous avons faits nous ont en réalité affaiblis. C'est là toute l'ironie. Et on ne peut pas dissocier cela de ce qui se passe sur le plan économique aux États-Unis.
Scott Bessent essaie désespérément de soutenir les obligations du Trésor américain, alors que de nombreux pays dans le monde disent qu'ils ne sont plus intéressés à en acheter. Many countries around the world are saying they're no longer interested in buying them. Le monde a beaucoup changé, Larry, depuis janvier. Oui, Since January. Yeah. No, but, Vous savez, avant la guerre, on pensait que l'Iran était dans une situation extrêmement défavorable, qu'il ne tiendrait pas et qu'il serait vaincu. Or, il s'avère que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. the exact opposite has happened. No. oui, exactement. Merci, Larry. Thank you, Larry. Merci Thank you beaucoup so much d'avoir for été avec nous being aujourd'hui. with us today. À demain. See you tomorrow. The same All time. right, my Très bien, mon ami. D'accord. Prends soin de toi. Reste vigilant. Oui. Yeah. Je dois aller à la salle de sport. Oui, va faire du sport. Take a workout. Yeah. À demain. See you tomorrow. D'accord. Au revoir. Au revoir.